La corde était comme une créature vivante, s'enfonçant dans la peau de ses poignets. Elara avait cessé de lutter depuis des heures. Se débattre ne faisait qu'enfoncer davantage les fibres, Creusant des sillons à vif qui saignaient lentement dans le froid de la montagne. son sang était une tache sombre sur l'écorce rugueuse du pain auquel elle était attachée. C'était une mort stupide. Prise au piège d'un chasseur comme un lapin, puis découverte par des Sentinelle qui n'avait vu que la marque sur son avant-bras. Criminel. braconnières. Espionne. Ces mots lui avaient été lancés comme des pierres. Il n'avait pas écouté lorsqu'elle avait tenté d'expliquer qu'elle cherchait simplement des racines, Essayant de survivre un jour de plus dans cet exil devenu sa vie. ils avaient vu le hue brûler et tourbillonnant sur sa peau. Indigne. Et c'était la seule Vérité dont ils avaient besoin. Alors il l'avait attachée à un arbre et l'avait laissée là. Un avertissement, avait-il dit. Une offrande au vent glacé de la justice du roi. Le froid était désormais son véritable ennemi. Il s'insinuait à travers la laine usée de sa tunique, tel un voleur dérobant les dernières lueurs de sa chaleur. Ses doigts étaient engourdis, ses orteils insensibles depuis longtemps. Elle appuya sa tête contre l'arbre, l'écorce rugueuse contre son cuir chevelu, et ferma les yeux. Le monde lui avait si longtemps répété qu'elle ne valait rien, que c'était presque un Soulagement de l'accepter enfin. D'enfin, que cela cesse. Une brindille craqua. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ce n'étaient pas les sentinelles qui revenaient. Le bruit était trop lourd, trop délibéré. Quelque chose se déplaçait dans les sous-bois, tournant autour d'elle. De larges pattes rembourrées ne Produisait qu'un léger murmure sur le tapis d'aiguilles de pin. Elle retint son souffle, le cœur battant la chamade. Un ours? Un chat sauvage? Il sortit de l'ombre, et le souffle qu'elle retenait s'échappa dans un halètement étouffé. C'était un loup. Mais il ne ressemblait à aucun loup qu'elle ait jamais vu ou imaginé. Il était immense. Ses épaules étaient aussi larges que celles d'un homme. Sa fourrure avait la couleur d'un nuage d'orage au crépuscule. Une immobilité ancestrale régnait en elle. Le poids des années semblait peser sur l'air même. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent. Ils n'étaient pas jaunes comme ceux d'un loup ordinaire, mais d'un étrange argent pâle, comme les lunes d'hiver. Il recelait une intelligence profondément, terriblement troublante. Ce n'était pas une simple bête. C'était l'un des leurs. Un métamorphe. Et il la fixait droit dans les yeux. La peur, froide et aiguë, la transperça. Elle était à la limite du territoire du roi Alpha. On l'avait prévenu. Les métamorphes de la haute forteresse ne toléraient pas les intrus, surtout pas les parias marqués au fer rouge. C'en était trop. La faim. Non pas une lente glaciation, mais un déchirement rapide et brutal, à coups de dents et de griffes. Elle ferma de nouveau les yeux. Une défense pitoyable. Elle attendait l'attaque, la douleur fulgurante. Au lieu de cela, elle entendit un léger souffle d'air, étonnamment proche. Ses paupières s'ouvrirent en papillonnant. Le grand loup se tenait juste devant elle, sa tête massive à hauteur de sa poitrine. Ses yeux argentés n'étaient pas emplis d'une faim prédatrice. Ils étaient emplis d'autre chose. Une profonde tristesse, une lassitude qui la frappa avec la force d'un coup. Il baissa la tête. Elle tressaillit, se débattant contre les cordes. Son museau, froid et humide, effleura ses mains liées. Elle sentit la chaleur de son souffle caresser ses doigts gelés, une sensation étrange et intime. Il renifla la corde, le sang, puis releva la tête, son regard argenté fixant le sien. Elle ne savait pas pourquoi, mais la peur s'estompait, remplacée par un sentiment de reconnaissance déconcertant. C'était absurde. Elle n'avait jamais vu cette créature auparavant. Pourtant, plonger son regard dans le sien lui donnait l'impression de contempler le reflet de sa propre solitude abyssale. Il émit un grognement sourd, un grondement rauque qui n'était pas une menace, mais tout autre chose. De l'agacement? De l'impatience? Puis il ouvrit ses mâchoires. Un cri lui monta à la gorge. Elle aperçut le reflet de longues canines blanches. C'était la fin. Il allait lui arracher les mains. Elle se prépara à une agonie inimaginable, mais les dents ne s'enfoncèrent pas dans sa chair. Elles se refermèrent sur l'épaisse corde de chanvre qui lui liait les poignets. Un craquement sec et humide retentit lorsque ses puissantes mâchoires firent leur travail. Les fibres gémirent, s'étirèrent, puis cassèrent. Une seule morsure. Ses mains retombèrent libres, engourdies et maladroites,
sur ses genoux. Abasourdie, elle fixa ses poignets, puis leva les yeux vers le loup. Il la regardait, la tête légèrement inclinée, comme s'il attendait. Les cordes, coupées et flasques, étaient toujours attachées à l'arbre derrière elle. Il les avait sectionnées. Il l'avait libérée. Elle n'avait pas appelé à l'aide. Elle n'avait ni crié ni supplié. Elle attendait la mort. Et il était venu malgré tout. Qui était-il? Qui était-il? Il recula d'un pas, puis d'un autre, ses yeux argentés rivés sur les siens. Il tourna sa grosse tête, regardant d'où il venait, puis la fixa de nouveau. C'était une invitation claire. Suis-moi. Son esprit hurlait de fuir, de s'enfuir dans la direction opposée, de redescendre la montagne vers la vie misérable et glaciale qu'elle connaissait. C'était de la folie. C'était le monstre. Un métamorphe. L'un de ces êtres puissants et cruels qui régnaient sur ces terres gelées et en avait banni les humains. Elle l'aimait sans hésiter. Mais son corps refusait d'obéir. Ses jambes, raides et engourdies par le froid, se mirent à bouger. Elle se redressa, trébuchant en avant. Ses mains étaient inutiles, une brûlure douloureuse la parcourant tandis que le sang revenait progressivement. Le grand loup la fixa un instant de plus, puis se retourna et se mit en marche. Une ombre silencieuse et glissante s'enfonçait plus profondément dans les bois interdits. Et Elara, sans aucune raison au monde de lui faire confiance, et avec toutes les raisons de le craindre, le suivit. La forêt se densifiait à mesure qu'il grimpait, les pins cédant la place à la roche noire déchiquetée et aux pierres polies par le vent. Le loup se déplaçait avec une grâce naturelle, ses pattes silencieuses sur le terrain traître. Elara peinait à suivre, ses bottes de cuir usées glissant sur les éboulis, ses poumons brûlant dans l'air raréfié et froid. Tous ses instincts lui criaient qu'elle marchait vers sa propre tombe, mais le loup ne prit jamais trop d'avance. Il s'arrêtait parfois, ses yeux argentés se retournant pour la chercher, sentinelle silencieuse et patiente dans la pénombre. C'était étrange. Il ne la menait pas comme une proie. Il la guidait, l'escortait. La fatigue dans sa démarche s'accentuait à mesure qu'il montait. Une légère boiterie dans sa patte arrière. Un léger tremblement parcourait ses épaules massives lorsqu'il s'arrêtait. Elle n'était pas experte en métamorphes, mais elle reconnaissait la maladie au premier coup d'œil. Cette créature puissante et terrifiante était malade. Cette constatation ne diminua pas sa peur, mais elle fit germer en elle autre chose. De la pitié. De la curiosité. Pourquoi l'avait-il sauvée? Un animal malade devrait économiser ses forces, et non les gaspiller pour une inconnue marquée au fer rouge, attachée à un arbre. Il la conduisit vers une fissure dans la paroi rocheuse, une ouverture sombre partiellement dissimulée par un rideau de lyre gelé. On aurait dit la tanière d'un ours, un lieu d'ombre profonde et d'ossements anciens. Le loup lui jeta un dernier regard avant de disparaître à l'intérieur. Elara hésita à l'entrée. L'air qui s'en échappait était froid, mais immobile. Il sentait la terre humide et autre chose. Une odeur musquée et animale. Le suivre lui semblait l'ultime erreur, irrévocable, d'une vie déjà jalonnée d'erreurs. Mais rebrousser chemin maintenant, seul et transi de froid sur le flanc de la montagne, lui paraissait tout aussi certain de mourir. Elle prit une profonde inspiration, un sanglot presque étouffé, et pénétra dans l'obscurité. La grotte était peu profonde, une unique chambre creusée au cœur de la montagne. Une faible lumière éthérée filtrait à travers une fissure du plafond, tout là-haut, illuminant l'espace d'une lueur crépusculaire fantomatique. Elle aperçut le loup au fond de la grotte. Il était couché sur le flanc, sa respiration rauque et saccadée. Et il se transformait. Ce n'était pas la métamorphose explosive et violente dont elle avait entendu parler. C'était un effondrement lent et douloureux. Ses os craquaient doucement. Sa fourrure laissait place à une peau pâle. La bête gigantesque sembla fondre, se replier sur elle-même, jusqu'à ce que ce qui gisait sur le sol de pierre ne soit plus un loup. C'était un homme. Il était recroquevillé sur le côté, nu et tremblant, le corps secoué de spasmes. Ses cheveux étaient noirs, la sueur perlait sur son front. Il était large d'épaules et mince, son corps couvert de cicatrices anciennes et estompées, témoin d'innombrables batailles. Il était beau, d'une beauté comparable à celle d'une tempête hivernale, rude, dangereuse et totalement indomptable. Elara resta figée, l'esprit bouleversé. Le loup, l'homme, il ne faisait qu'un. Il toussa, un grondement sourd qui fit trembler tout son corps. Il était malade, terriblement malade.
La transformation, qui aurait dû être une démonstration de puissance, l'avait complètement épuisée. Elle avait failli le tuer. Toute pensée de roi, d'alpha et de loi de la meute s'évanouit. Elle ne voyait plus qu'un homme souffrant, un homme qui, pour une raison qu'elle ne comprenait pas, avait puisé dans ses dernières forces pour la sauver. Oubliant son propre froid et sa faim, elle s'avança d'un pas hésitant. Elle s'agenouilla près de lui, ses genoux craquant sous l'effet de la douleur. Elle tendit une main tremblante, puis hésita. La marque sur son bras la brûlait, symbole de son indignité. Quel droit avait-elle de le toucher? Il gémit, un gémissement étouffé de pure souffrance, qui la sortit de sa paralysie. Elle rassembla les lambeaux de son fin manteau et le déposa sur ses épaules frissonnantes. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'elle avait. Sa peau était brûlante, et pourtant il tremblait comme s'il mourait de froid. Une contradiction qu'elle reconnaissait, un froid viscéral qu'aucune chaleur ne pouvait apaiser. Elle observa la grotte. Elle était déserte, un amas de roches et d'humidité. Il avait besoin d'un feu. Il avait besoin d'eau. Il avait besoin de soins. Une étrange détermination s'installa en elle. Pour la première fois depuis des années, elle ne se contentait pas de survivre. Elle avait un but. Cet homme, cette créature, l'avait choisi. Reniflement, il avait rompu ses liens. À présent, il était impuissant, et elle était seule. « Je vais t'aider », murmura-t-elle, sans être sûre qu'il l'entende. Ces mots lui semblaient étrangers. Elle s'éloigna et commença à explorer les abords de la grotte. Avant d'être marquée au fer rouge, elle avait passé sa vie en marge de ce monde. Elle savait quelle mousse contenait de l'eau, quel lichen pouvait servir à faire un cataplasme, quelles racines sèches brûlaient lentement et intensément. Elle avait appris à voir des ressources là où d'autres ne voyaient que désolation. Elle découvrit un filet d'eau de fonte qui s'infiltrait à travers une fissure dans la roche et utilisa un morceau d'écorce courbée pour recueillir les précieuses gouttes glacées. Elle les porta à ses lèvres. Il était à peine conscient, mais un instinct le poussa à avaler. Son nom, réalisa-t-elle, était Lyra. Il l'avait murmuré dans son état fiévreux, un murmure brisé entre deux frissons. Lyra. Cela sonnait comme du fer et du vent. Pendant 3 jours, elle prit soin de lui. Elle alluma un petit feu sans fumée au centre de la grotte, attisant une flamme à partir de mousse sèche et de morceaux de bois tenace trouvés près de l'entrée. Le petit feu repoussait l'humidité oppressante et leur offrait un minuscule cercle de chaleur et de lumière. Elle trouva un coin de grande camomille poussant dans une crevasse abritée à l'extérieur. Ses feuilles, un miracle de verdure dans ce paysage aride, les écrasèrent et parvint à lui faire avaler la pâte amère, priant pour que cela fasse baisser la fièvre. Elle dormait à peine, somnolent par intermittence près du feu, les sens en alerte maximale. Elle était constamment consciente de sa présence, du bruit de sa respiration, des mouvements incessants de son corps, des murmures étouffés qui s'échappaient de ses lèvres dans son sommeil. Il parlait de froid, d'une douleur sourde, d'un silence là où un rugissement aurait dû régner. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle comprenait la douleur. Lors de ces brefs moments de lucidité, son regard la croisait. Ses yeux n'étaient plus argentés, mais d'un gris profond et saisissant. Il ne portait aucun jugement, aucune aversion pour la marque au fer rouge sur son bras. Il se contentait de l'observer. Il l'étudiait avec une intensité silencieuse et brûlante, comme s'il essayait de mémoriser chaque trait de son visage. Un soir, la fièvre finit par tomber. Il se réveilla, les yeux clairs pour la première fois. Il se redressa sur un coude, son mince manteau glissant pour dévoiler la dureté de son torse. Il regarda le feu, puis le petit tas d'herbe médicinale à côté, puis elle. « Tu es resté, dit-il. » Sa voix était un rauque-rauque, usé par le temps, mais elle recelait une puissance sous-jacente qui lui fit parcourir un frisson. Et Lara hocha simplement la tête, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Elle se sentit soudain timide, vulnérable sous son regard perçant. « Pourquoi » demanda-t-il. La question planait entre eux. Pourquoi était-elle restée? C'était un métamorphe, un membre de la classe dirigeante qui l'avait rejeté. Il était un danger. Elle aurait dû s'enfuir dès qu'il avait repris forme humaine. « Tu m'as libéré » dit-elle d'une voix à peine audible. Elle regarda ses poignets. La peau à vif commençait déjà à cicatriser. « Personne ne m'a jamais tu m'as sauvé. » Il lui semblait juste de lui rendre l'appareil. Il resta silencieux un long moment, ses yeux gris scrutant son visage. Elle se sentait mise à nu,
comme s'il pouvait lire chacune de ses peurs, chacune de ses cicatrices, chacune de ses années de solitude. Elle s'attendait à ce qu'il rit, ou qu'il la repousse d'un mot cruel. Au lieu de cela, il se recoucha, le visage impassible. Mon loup s'éteint, dit-il, un aveu qui lui coûtait cher. Elle le sentait dans la tension de sa voix. Les transformations me prennent toujours plus. Il y a un vide en moi, un silence. Elle ignorait ce que signifiait pour un métamorphe de voir son loup s'éteindre, mais le mot « silence » résonnait avec la désolation qui rongeait son âme. Elle comprenait ce genre de vide. « Je suis désolée, dit-elle, sincèrement. » Il tourna la tête vers elle, et une lueur de surprise, de gratitude, illumina son regard. « Non, tu ne le es pas, dit-il d'une voix douce. Tu n'es pas désolée. Tu es gentille, malgré tout. » Il jeta un coup d'œil à la marque sur son bras, qu'elle tenta instinctivement de dissimuler. « Qui t'a fait ça ?» Le magistrat de mon village, marmonna-t-elle, ne voulant pas en parler. Pour avoir volé du pain. Vraiment ? Non, dit-elle, le mot résonnant avec amertume. L'enfant de ma voisine mourait de faim. Je lui ai donné ma part. Son père m'a accusé pour sauver la face. C'était la première fois qu'elle disait la vérité. Ces mots lui laissèrent un goût amer dans la bouche. La mâchoire de Lyra se crispa, un muscle de sa joue se contractant. L'air de la grotte crépita d'une énergie soudaine et dangereuse. Il t'a marqué au fer rouge pour un acte de bonté ? Il m'a marqué au fer rouge parce que je suis indigne, corrigea-t-elle d'une voix monocorde. Parce que je suis orpheline et que personne ne peut me défendre. Le pain n'était qu'un prétexte. Il se redressa péniblement, ignorant la faiblesse qui le tenaillait encore. Comment t'appelles-tu ? Elara. Elara, répéta-t-il, savourant le mot. Il sonnait différemment. Non pas le nom d'une paria, mais quelque chose de solide, de réel. Il soutint son regard, et au fond de ses yeux gris, elle vit se forger une promesse de vengeance. Dès ce jour, une routine fragile s'installa. Lyra était encore faible, mais il commençait à recouvrer ses forces. Il disparaissait par moments, toujours sous forme humaine désormais, et revenait avec de la nourriture, de la pain, un poisson fraîchement pêché dans un torrent de montagne dont elle ignorait l'existence. Il les déposait à l'entrée de la grotte, une offrande silencieuse, avant de regagner son côté de la montagne. Colère. Ils parlaient peu, mais leur silence n'était pas vide. Il était empli d'une conscience grandissante, d'une tension palpable qui vibrait dans le petit espace entre eux. Elle l'observait, assis, fixant les flammes, son beau visage marqué par une douleur qu'il tentait de dissimuler. Elle sentait son combat intérieur. La disparition de son loup intérieur était une présence physique dans la grotte, une tache froide dans l'air que même le feu ne parvenait pas à réchauffer. Parfois, lorsqu'il la croyait endormie, elle le voyait presser une main contre sa poitrine, son visage se tordant dans une lutte silencieuse contre le vide qui l'habitait. Son cœur se serrait pour lui, un sentiment aussi terrifiant qu'indéniable. Lui, à son tour, l'observait. Il observait ses mouvements, son efficacité silencieuse. Il la regardait entretenir le feu, le regard concentré et serein. Il voyait en elle la force qui lui avait permis de survivre seul sur cette montagne hostile. Il voyait la douceur que la cruauté du monde n'avait pas éteinte. Une nuit, une tempête de neige s'abattit sur la montagne. Un vent hurlant projeta la neige à l'entrée de la grotte et la température chuta brutalement. Leur petit feu vacillait, luttant désespérément contre le froid glacial. Elara, recroquevillée dans son fin manteau, tremblait de tous ses membres. Ses dents claquaient si fort que sa mâchoire lui faisait mal. Elle avait plus froid maintenant que lorsqu'elle était attachée à l'arbre. Lyra, qui était restée immobile en face du feu, se leva. Il contourna les flammes et s'approcha d'elle. Sans un mot, il s'assit derrière elle et la serra contre lui. Elle se figea. Son corps était un rempart de chaleur. La chaleur qu'il dégageait était intense, une véritable fournaise contre son dos glacé. Elle imprégnait sa tunique, chassant le froid mordant. « Reste tranquille », ordonna-t-il d'une voix grave et rauque à son oreille. Il l'enlaça, la serrant plus fort contre lui. Son propre manteau, une épaisse fourrure robuste qu'elle n'avait jamais vue, vint les envelopper tous les deux. Elle était enveloppée dans sa chaleur, son parfum emplissant ses sens, pain, pierre froide et son odeur musquée si particulière. C'était trop. La proximité, l'intimité,
c'était plus intense qu'elle n'en avait connu depuis des années. Elle était marquée au fer rouge, intouchable. Et cet homme puissant et mystérieux la tenait comme un trésor. Un sanglot, épais et douloureux, lui échappa. Des larmes qu'elle retenait depuis des années commencèrent à couler sur ses joues glacées. Tout va bien, murmura-t-il, sa voix perdant sa dureté pour s'adoucir d'une façon qu'elle n'avait jamais entendue. Je te tiens. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, mais en se laissant aller contre sa force, laissant sa chaleur l'envahir jusqu'à la moelle, elle sentit une fissure apparaître dans la carapace de glace qui entourait son cœur. Pour la première fois, elle ne se contentait pas de survivre. Elle se sentait en sécurité. Elle s'endormit dans ses bras, bercée par les battements réguliers de son cœur contre son dos. Ce fut le sommeil le plus profond et le plus paisible qu'elle ait jamais connu. La tempête dura 2 jours. Ils passèrent tout ce temps blottis l'un contre l'autre, partageant leur chaleur corporelle, échangeant peu de mots. La barrière physique entre eux avait été brisée, et celle, émotionnelle, s'effritait rapidement. Alara se surprit à se blottir contre lui, aspirant à sa présence rassurante dans son dos. Lorsque la tempête se calma enfin, un silence étrange s'abattit sur la grotte. Lyra la lâcha, et l'absence de sa chaleur fut une perte immédiate et douloureuse. Il se leva et se dirigea vers l'entrée de la grotte, contemplant le nouveau monde recouvert d'une neige immaculée et aveuglante. Alara sentit une angoisse la gagner. La tempête était passée. Leur intimité forcée était terminée. Que faire maintenant? Allait-il la renvoyer? La renvoyer en bas de la montagne, vers sa solitude? L'idée était insupportable. Les cols seront bientôt dégagés, dit-il, toujours dos à elle. Sa voix était distante, redevenue formelle. Son cœur se serra. C'était la fin. Il lui demandait de partir. Avant qu'elle ne sombre dans le désespoir, elle entendit des voix dehors, des cris, des hommes qui appelaient un nom. Valrius, souffla Lyra, et son corps se raidit. Une fureur glaciale émanait de lui, plus terrifiante encore que le blizzard. Alara se releva d'un bond. Qui? Recule, ordonna-t-il en se tournant vers elle. Ses yeux gris étaient glacés. Reste dans l'ombre. Ne fais pas le moindre bruit. De lourds pas cris résonnèrent dans la neige. 3 silhouettes apparurent à l'entrée de la grotte, se détachant sur la lumière vive. Elles portaient l'uniforme gris foncé et argent de la garde personnelle du roi Alpha. À leur tête se trouvait un homme âgé au visage sévère et beau, aux cheveux couleur d'acier. Son regard perçant et intelligent balaya la grotte d'un œil calculateur. Il s'arrêta net en apercevant Lyra. Monseigneur, dit l'homme âgé, la voix mêlant soulagement et désapprobation. Il s'inclina avec raideur. Nous cherchons depuis des jours. Le conseil est en émoi. Vos absences inquiètent. Monseigneur? Le sang d'Alara se glaça. Elle se recroquevilla dans les ténèbres les plus profondes de la grotte, l'esprit peinant à traiter le mot. Seigneur. Pas seulement une métamorphe. Une noble. L'homme, Valrius, fit un pas en avant. Son regard se posa sur le feu qui couvait, la couchette de fortune, les 2 paires d'empreintes de pas dans la poussière. Son regard se plissa de suspicion. Puis ses yeux la rencontrèrent. Il la vit recroquevillée dans l'obscurité, et son expression se durcit en un mépris absolu. Il vit les vêtements en lambeaux, le visage maculé de saleté, et lorsqu'elle leva instinctivement la main, il vit la marque. « Qu'est-ce que c'est » demanda Valrius, sa voix fendant l'air. Il ne s'adressait pas à Lyra. Il parlait d'elle, comme si elle était un déchet trouvé par terre. « Vous abritez une criminelle marquée au fer rouge dans votre antre, monseigneur ? Est-ce la cause de votre faiblesse? Cette chose vous a-t-elle empoisonné avec quelque sortilège de haie? Faiblesse. Empoisonnement. Ces mots frappèrent Alara comme des coups de poing. Il pensait qu'elle était la cause de la maladie de Lyra. Mais c'est un autre mot qui résonna dans sa tête, un coup de tonnerre assourdissant. Monseigneur. Lyra fit un pas en avant, se plaçant entre Alara et les gardes. Son attitude changea. L'homme fatigué et malade qu'elle avait soigné disparut. À sa place se tenait autre chose, quelque chose d'immense, de puissant et d'une majesté terrifiante. Il se redressa de toute sa hauteur, et l'air même de la grotte sembla se plier à sa volonté. « Seigneur Valrius, dit Lyra, sa voix n'étant plus un rauque, mais un ordre profond et résonnant qui vibra dans la pierre sous ses pieds. Vous vous oubliez.
Vous vous adressez à votre roi. Roi. Le mot la frappa comme une force physique, Lui coupant le souffle. L'homme dont elle avait pris soin, L'homme qui l'avait soutenu pendant la tempête, l'homme dont le loup dépérissant lui avait fait pitié, Lyra, le roi Alpha, le souverain absolu des Pics du Nord, l'homme dont la loi l'avait bannie et laissée pour morte. le monde bascula sur son axe. La gentillesse, la chaleur partagée, La confiance fragile qu'elle avait commencé à tisser, tout cela se transforma en cendres dans son estomac. tout n'avait été qu'un mensonge, un jeu, ou pire, La pitié d'un monarque pour une créature pitoyable sur laquelle il était tombé par hasard. Valerius et ses gardes s'agenouillèrent, la tête baissée. Votre Majesté, gronda Valerius, Le titre teinté de frustration. excusez ma précipitation, mais vous voir dans cet état avec cette femme met la stabilité de la meute en péril. votre santé, Ma santé ne me regarde pas, le coupa Lyra d'une voix glaciale. Cette elle renifle femme est sous ma protection. Elle s'appelle Alara. tu lui parleras avec respect, Ou tu ne lui parleras pas du tout. Valerius releva brusquement la tête, Les yeux écarquillés d'incrédulité et de fureur. son regard passa de son roi à la jeune fille Marquée au fer rouge, recroquevillée dans l'ombre. Il ne voyait pas Pas une personne, mais un symptôme de la décadence qui, il le craignait, ronger le cœur de leur royaume. À vos ordres, votre majesté, Dit-il, mais son ton était une déclaration de guerre. Lyra tourna légèrement la tête, ses yeux gris croisant le regard d'Alara dans l'obscurité. Elle y eut des excuses, une supplique de compréhension, mais elle ne put soutenir son regard. Elle ne voyait que le gouffre qui venait de s'ouvrir entre eux. Il n'était pas Lyra, l'homme malade de la grotte. Il était le roi Alpha, et elle n'était que la jeune fille marquée au fer rouge qu'il avait décidé de garder comme animal de compagnie. La descente de la montagne fut silencieuse et tendue. Alara fut installée sur un cheval, un luxe qui ressemblait davantage à une cage. Lyra marchait à ses côtés, le visage impassible. La fureur grondait tandis que Valerius et ses gardes suivaient, leur désapprobation palpable pesant sur eux. Alara se sentait engourdie. On la conduisait au cœur de la forteresse, siège même du pouvoir qu'il avait condamné. Reniflement, tous ses instincts lui criaient qu'elle était un agneau mené à l'abattoir. La protection de Lyra lui paraissait fragile, éphémère, un caprice qui pouvait s'évanouir à tout instant. La forteresse était une merveille de pierre et de glace, taillée à même le sommet de la montagne. Elle était à la fois brutale et magnifique, un témoignage de la force de la meute qui y vivait. Mais pour Alara, c'était une prison. Dès qu'ils franchirent les grandes portes, des murmures s'élevèrent. Des loups sous forme humaine, serviteurs et nobles confondus, s'arrêtèrent et les dévisagèrent. Ils virent le roi de retour après une longue absence, et ils virent la femme qui l'accompagnait. Ils virent son visage maculé de poussière, ses vêtements en lambeaux et la marque sur son bras, qui semblait luire comme une braise ardente à la lueur des torchets. Des couloirs. Une marque au fer rouge. À quoi pense-t-il? Elle a dû le piéger. Les murmures la poursuivaient comme une nuée de mouches venimeuses. Elle baissa la tête, la honte lui pesant lourdement. Elle voulait disparaître. Elle voulait que le sol de pierre l'engloutisse. Lyra la conduisit à travers des couloirs sinueux jusqu'à de lourdes portes en chêne. Il les poussa, révélant une suite de pièces plus vastes que la chaumière de son enfance. Un feu crépitait dans une immense cheminée de pierre. Des fourrures recouvraient des fauteuils moelleux. C'était un monde de chaleur et de richesse qu'elle ne pouvait concevoir. Tu seras en sécurité ici, dit-il d'une voix étranglée. Elle finit par le regarder, les yeux brûlants de larmes de trahison et de chagrin. En sécurité, répéta-t-elle d'une voix tremblante. Je suis une criminelle marquée au fer rouge, au cœur même de la forteresse du roi. Votre peuple me considère comme une maladie. Votre propre conseiller pense que je suis une sorcière qui vous a empoisonné. Comment tout cela pourrait-il être sûr? Un muscle de sa mâchoire se contracta. Il fit un pas vers elle, les poings serrés. Alora, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Demanda-t-elle, les mots jaillissant dans un flot de douleur. Pourquoi m'as-tu laissé prendre soin de toi? Te parler comme si nous étions égaux? Était-ce amusant? Une diversion pour le roi malade? Non. Dit-il d'un ton sec et immédiat. Son visage exprimait une véritable souffrance. Jamais. Je ne te l'ai pas dit parce que, pour la première fois depuis un siècle, je n'étais plus le roi. J'étais simplement Lyra, un homme. Et la façon dont tu m'as regardé,
tu m'as vu tel que j'étais. Ni la couronne, ni le pouvoir, juste moi. Sa confession planait dans l'air, Brute et vulnérable. Elle apaisa sa colère, mais la peur demeurait. Peu importe ce que j'ai vu, murmura-t-elle. Le reste du monde ne voit qu'un roi et une errante marquée au fer rouge qu'il a recueilli du froid. Combien de temps avant que tu te lasses de ton nouvel animal de compagnie? Combien de temps avant que tu ne sois d'accord avec eux et que tu me chasses à nouveau? Je ne te chasserai jamais, jura-t-il, sa voix s'abaissant en un grognement sourd et intense. Il s'approcha, tendant la main comme pour la toucher, puis la laissa retomber. Tu n'es pas un animal de compagnie. Tu es, il s'interrompit, incapable de trouver les mots. Tu as apaisé la tempête dans mon sang, Allura. Quand tu es près de moi, le déclin ralentit. Le vide s'atténue. Je ne comprends pas, mais c'est la vérité. Voilà. Elle n'était pas un animal de compagnie. Elle était un remède. Un cataplasme vivant pour son loup malade. Cette pensée n'avait rien de réconfortant. Avant qu'elle ne puisse répondre, les portes de la chambre s'ouvrirent brusquement. Valerius se tenait là, le visage grave. Votre Majesté, le Conseil exige une audience. Ils ne seront pas retardés. Ils exigent de connaître la signification de tout cela et que la femme soit jugée selon la loi de la meute. Le visage de Lyra se figea. Je suis la loi. Le pouvoir d'un roi lui est conféré par le consentement de sa meute, rétorqua Valerius d'une voix dangereusement assurée. Et une meute ne consentira pas à un chef affaibli par les sentiments et les influences obscures. Il voit votre maladie et il la voit elle. Il pointa un doigt tremblant vers Allura. Il voit la cause. Vous devez choisir, mon roi. La meute ou le paria. La menace était claire. C'était un coup d'état politique déguisé en inquiétude. Valerius se servait de l'affection que Lyra et elle lui portaient pour l'évincer du trône. Il la forçait à choisir entre son royaume et sa vie. Lyra regarda le visage dur et inflexible de Valerius, puis celui, terrifié, d'Allura. Le poids de sa couronne, de siècles de devoirs, pesait sur ses épaules. Elle vit la guerre dans ses yeux, le choix impossible qui le déchirait. Et à cet instant, elle sut. Il choisirait la meute. Il le devait. Un roi choisit toujours son royaume. Son espoir naissant, fragile comme une fleur de givre, se brisa en 1000 morceaux. La salle du conseil était un vaste amphithéâtre froid de pierres sculptées. Les alphas les plus importants des pics du nord siégeaient sur des gradins, le visage grave et impitoyable. C'étaient de vieux loups, la puissance gravée dans les traits de leur visage. Allura se tenait seule au centre. Lyra était assise sur le trône. Au-dessus, son expression restait indéchiffrable. Un gouffre de protocole et de pouvoir les séparait. Valerius se tenait près du trône, jouant le rôle de procureur. Il exposa ses accusations avec une froideur implacable. Il évoqua les longues absences du roi, sa faiblesse manifeste, le déclin du loup royal, protecteur ultime de la meute. Il brossa le tableau d'un royaume au bord du gouffre, son souverain compromis. Puis il tourna son attention vers Allura. Et voici, dit-il d'une voix empreinte d'un mépris théâtral, la source du mal. Il détailla son statut de criminel notoire, de paria. Il laissa entendre qu'elle pratiquait la magie du sang interdite, une succube qui drainait délibérément la vitalité du roi à des fins maléfiques. On l'a trouvée en sa compagnie, après l'avoir attirée dans une antre désolée, proclama Valerius. Depuis qu'elle a été amenée dans cette forteresse, son état n'a fait qu'empirer. Les guérisseurs royaux peuvent en témoigner. La lumière du roi s'éteint tandis qu'elle arpente nos couloirs. C'était vrai. Depuis le retour, le stress et la pression politique avaient durement éprouvé Lyra. Le bref répit qu'il avait trouvé avec elle dans la grotte avait disparu. Le vide revenait avec une violence inouïe. Elle le sentait. Un courant d'air froid s'insinuait dans le lien qui les unissait. La loi est claire, conclut Valerius, sa voix claquant comme la hache d'un bourreau. Ceux qui portent atteinte au roi Alpha, par l'épée ou par le poison de l'esprit, doivent être purgés. Je demande au Conseil de confirmer les anciennes lois. Je demande la peine de mort. Un murmure d'approbation parcourut les alphas. Ils étaient terrifiés. Un roi déchu était synonyme de mort pour eux tous. Leurs rivaux des plaines du sud et des déserts de l'est, ils verraient leur faiblesse et fondraient sur eux comme des vautours. Valerius leur offrait une solution simpliste, un bouc émissaire.
Alora tremblait sous le regard hostile de dizaines de pères dieux. Elle leva les yeux vers Lyra, le suppliant du regard. Dis quelque chose. Ni. Dis-leur ce qu'il lui avait dit. Qu'elle l'avait aidé. Quelle n'était pas la cause du problème. Lyra se leva de son trône. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Le seigneur Valerius parle avec la ferveur d'un loup loyal, commença le roi d'une voix calme et posée. Un ton inapproprié. C'était la voix d'un juge, non d'un défenseur. Son souci pour la meute est indéniable. Le cœur d'Alora se serra. La stabilité de ce royaume est mon devoir suprême, poursuivit Lyra, son regard balayant les alphas rassemblés sans jamais s'arrêter sur elle. C'est un devoir qui exige tous les sacrifices. Aucune vie ne vaut plus que le groupe. Non. Il ne le ferait pas. Il ne le pouvait pas, la femme, Alora, dit-il, et son nom, prononcé d'une voix froide et distante, sera jeté dans les cachots en attendant son jugement. C'était une condamnation à mort. Une condamnation différée, certes, mais une condamnation à mort tout de même. Il avait choisi. Il avait choisi sa couronne, sa meute, son devoir. Il avait choisi de la sacrifier. La trahison était si absolue, si totale, qu'elle lui coupait le souffle. C'était pire que le fer rouge, pire que l'exil, pire que le froid. L'homme qui l'avait tenu dans ses bras, qui lui avait murmuré « Je te tiens », venait de la jeter en pâture au loup pour se sauver. 2 gardes lui saisirent les bras. Elle ne se débattit pas. Elle était vidée de toute substance. Une coquille vide. Tandis qu'il la traînait hors de la chambre, elle le regarda une dernière fois. Son visage était un masque de pierre. Rire mais pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent, et ce qu'elle y vit n'était pas la froideur d'un roi, mais une agonie si profonde qu'elle faisait écho à la sienne. C'était le regard d'un homme qui se meurt intérieurement, mais ce n'était pas suffisant. Cela ne changea rien. Ils l'emmenèrent de force et il les laissa faire. Les cachots étaient froids comme la tombe. La cellule était une petite boîte de pierre humide, la seule lumière provenant d'une grille haute au plafond. Les bruits de la forteresse étaient étouffés, lointains. Ici, il n'y avait que le silence et le goutte-à-goutte incessant de l'eau dans l'obscurité. Alora se recroquevilla sur la mince paillasse de paille, se serrant les bras contre elle-même. Mais elle ne trouvait aucune chaleur. Le froid l'habitait désormais. Un givre permanent sur son âme. Elle avait été une folle. Une folle naïve et confiante. Elle s'était autorisée à espérer, à éprouver quelque chose pour lui, et il s'en était servi, l'avait utilisé, puis l'avait jetée quand elle était devenue gênante. Les heures s'étiraient en jours. Une fois par jour, un garde glissait par la fente de la porte un bol en bois rempli d'une bouillie légère et une tasse d'eau. Elle n'y toucha pas. À quoi bon? Son exécution était inévitable. Elle pensait à lui. Elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. Elle repassait en boucle chaque instant passé dans la grotte. Son regard, la sensation de ses bras autour d'elle. Tout cela n'était-il qu'un mensonge? Ou avait-il été sincère, simplement trop faible pour défier son conseil? Que importait? Le résultat était le même. Elle était là, et lui, sur son trône. Le 3e jour, un événement étrange se produisit. Elle sentit un tremblement, non pas dans la pierre qui l'entourait, mais en elle-même. Une vibration profonde et lancinante qui semblait provenir des fondations mêmes de la montagne. S'ensuivit une vague de désespoir profond et accablant, un désespoir qui n'était pas le sien. Lyra. Le lien qui les unissait, forgé dans la grotte, n'avait pas été rompu. Elle était à bout de souffle, effilochée par la trahison, mais elle était encore là. Et à travers elle, elle sentait l'écho de son agonie. Le déclin s'accélérait. Le stress de son choix, la culpabilité de l'avoir condamné, rongeait son loup intérieur. Il était en train de mourir. Le plan de Valerius se retournait contre lui. Il pensait qu'en l'éliminant, il renforcerait le roi. Au lieu de cela, il lui portait le coup fatal. Une colère étrange et féroce déferla sur Alara, consumant le désespoir glacial. Ils étaient tous fous. Il laissait le roi mourir par peur et par préjugés. Il était en train de mourir, et elle était la seule à pouvoir l'aider, la seule à comprendre la nature de son mal, et elle était enfermée dans une cage. Sentir sa force vitale s'éteindre était terrifiant. C'était une bougie vacillante dans la tempête, sur le point de s'éteindre à jamais.
Elle pouvait ressentir sa douleur, sa solitude, ses regrets. Il avait fait le mauvais choix, et cela lui coûtait tout. Non, murmura-t-elle dans l'obscurité de sa cellule. Ce mot fut une étincelle de défi. je ne te laisserai pas mourir. Elle ne savait pas quoi faire. Impuissante, Enfermée, elle était pourtant saisie par un instinct protecteur féroce. une force de la nature. Il l'avait sauvée des cordes. À présent, elle devait le sauver de son propre destin. Le désespoir qui émanait de lui S'intensifia, Culminant en une ultime et aiguë douleur, puis le silence. un silence terrible et absolu s'abattit sur leur lien. Le cœur d'Alara s'arrêta. La flamme s'était éteinte. Il était parti. Un cri de pure angoisse lui arracha la gorge, Rauque et déchirant. Ken. Ce n'était pas un cri de peur ou d'apitoiement. C'était un cri de profonde douleur, un refus d'accepter un monde qui le laisserait mourir. Elle frappa de ses poings la porte de pierre de sa cellule, le choc la secouant jusqu'aux os. Lyra. Elle cria son nom, une prière inutile à la pierre indifférente. Le caractère définitif de l'événement, le vide absolu là où sa présence avait résonné, brisa quelque chose au plus profond d'elle. Le chagrin était une force physique, un raz-de-marée qui menaçait de la noyer. Mais sous ce chagrin, autre chose s'agitait. La colère, la rage protectrice. Elle bouillonnait en elle, un noyau de puissance incandescent. Dehors, elle entendit le bruit lourd de bottes. Silence, sorcière, gronda un garde à travers la porte. Ton heure est proche. Lord Valrius a été déclaré régent. Ton exécution est prévue au lever du soleil. Valrius. Il avait gagné. Il avait tué son roi et usurpé son trône. L'injustice était une flamme ardente. Lyra n'était pas mort de la déchéance de son lot. Il était mort de chagrin, sacrifié sur l'autel du devoir par un homme qui se prétendait loyal. Non, répéta Alara, mais cette fois, ce n'était plus un murmure. C'était un grognement. Ses mains étaient plaquées contre la pierre froide et inflexible de la porte. Elle poussa, non pas de la force de ses bras, mais de toute la violence de sa rage et de son chagrin. Elle y mit toute sa volonté, toute sa rébellion. Elle n'était pas une sorcière. Elle n'était pas un poison. Elle était la seule à avoir vu l'homme derrière la couronne, et on le lui avait arraché. La pierre trembla sous ses paumes. Une fine fissure apparut dans la roche. Le garde dehors rit. Poussez autant que vous voulez. Cette porte a résisté à des titans. Alara l'ignora. Elle ferma les yeux, se concentrant sur la puissance qui bouillonnait en elle. Ce n'était pas une énergie étrangère. C'était comme si une partie d'elle-même, dont elle ignorait l'existence, s'était révélée. C'était la force de la montagne, la solidité profonde et inébranlable de la terre elle-même. C'était son pouvoir. Elle se souvint de la sensation de la montagne sous ses pieds, de la stabilité de la grotte qui l'avait abritée. Elle puisa dans ce souvenir, dans cette sensation d'être enracinée, de ne faire qu'un avec la pierre. Elle poussa de nouveau. Dans un grondement assourdissant qui résonna dans le couloir, la porte de pierre se libéra de ses gonds de fer. Elle s'abattit dans le hall avec un fracas cataclysmique, faisant trembler les fondations même du cachot. Les deux gardes restèrent bouche bée, le visage figé par l'incrédulité et la terreur. Ils fixèrent la porte brisée, puis la petite femme en haillons qui se tenait dans l'embrasure, les yeux flamboyants d'une lueur dorée et furieuse. Le pouvoir, désormais déchaîné, la submergea. Il était sauvage et indompté, mais il était sien. Elle sentait la forteresse entière l'entourer, chaque pierre, chaque couloir, comme une extension de son propre corps. Et elle le sentait, lui. Il n'était pas parti, pas complètement. Il y avait une lueur, une unique et minuscule braise de sa force vitale, cachée au plus profond des appartements du roi, si faible qu'elle l'avait prise pour une absence. Il ne tenait plus qu'à un fil. Il était encore temps. Écartez-vous, ordonna-t-elle, sa voix imprégnée de la puissance vibratoire de la pierre qui les entourait. Les gardes, pétrifiés, reculèrent précipitamment, se plaquant contre le mur du fond. Alara les dépassa d'un pas décidé, puis se mit à courir. Elle ne connaissait pas la disposition de la forteresse, mais cela lui importait peu. Elle suivit le fil de sa vie, un cordon d'or dans l'obscurité de ses sens, qui l'attirait vers lui. Les alarmes retentirent. Des cris résonnèrent dans les couloirs. Les gardes convergèrent, attirés par le tumulte. Ils l'aperçurent,
la prisonnière évadée, et s'avancèrent pour l'intercepter, épée dégainée. Alara ne ralentit même pas. Elle tendit la main, et le sol de pierre se déforma, se dressant pour former un mur infranchissable qui leur barra le passage. Ils la regardèrent, stupéfaits, poursuivre sa course, la pierre même de leur forteresse obéissant à sa volonté. Elle était une tempête, une force de la nature. Elle n'était plus Alara l'indigne. Elle était une femme déterminée à sauver son roi. Elle fit irruption dans l'aile royale, sa puissance déferlant devant elle, repoussant les lourdes portes de chêne de sa chambre comme s'il s'agissait de papier. La pièce était remplie de guérisseurs et d'un Valerius à l'air triomphant. Sur le grand lit, Lyra gisait immobile et pâle, la peau cendrée. Un guérisseur lui rabattait un drap sur le visage. Arrêtez. La voix d'Alara claqua comme un fouet. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le visage de Valerius se tordit de rage et de stupéfaction. Saisissez-la. Comment avait-elle pu? Alara l'ignora. Elle ne vit que Lyra. Elle courut vers le lit et rejeta le drap. Sa poitrine était immobile. Sa peau était froide, le froid du déclin l'ayant presque englouti, mais la braise était là, faible, vacillante. Il n'est pas mort, dit-elle d'une voix tremblante. Elle posa ses mains sur sa poitrine, sur son cœur. C'est fini, ma fille, dit tristement un guérisseur. Son loup est parti. Le roi est mort. Vous vous trompez, insista Théel. Elle ferma les yeux, repoussant leurs doutes, leur peur. Elle concentra toute son attention sur cette petite lueur vacillante en lui. Elle versa et lui insuffla sa propre force nouvelle, non pas le feu, ni la foudre, mais quelque chose de plus profond. La force immuable, patiente et inébranlable de la terre, la force de s'accrocher, la force d'endurer. Reviens, murmura-t-elle, ses larmes coulant sur son visage inerte. Lyra, je t'en prie. Ne me laisse pas seule. Elle n'était pas une reine. Elle n'était pas une guérisseuse. Elle était juste une femme qui avait trouvé l'autre moitié de son âme dans une grotte glaciale, et elle refusait de le laisser partir. Je t'aime. Cette confession désespérée, brisée, était prononcée sous une pression insoutenable. C'était la chose la plus sincère qu'elle ait jamais dite. Sous ses mains, sa peau glacée commença à se réchauffer. Une douce lumière dorée éclot de ses paumes et se répandit sur sa poitrine. La flamme de sa vie, nourrie par son pouvoir et son amour, s'embrasa. Elle prit racine. Elle grandit. Valerius observait, le visage figé par l'horreur et l'admiration. Quoi? Quel est ce sortilège? Ce n'est pas de la sorcellerie, dit Alora, les yeux toujours clos, la concentration absolue. C'est un lien, quelque chose que tu ne comprendras jamais. Un frisson parcourut le corps de Lyra. Une profonde inspiration saccadée emplit ses poumons. Ses yeux, jusque-là ternes et sans vie, s'ouvrirent brusquement. Ils n'étaient plus gris. Ils flamboyaient d'une lumière argentée et incandescente. Le loup était de retour. Il leva les yeux vers elle, son regard se posant sur le sien. Il vit les larmes sur son visage, sentit l'incroyable puissance émanant de ses mains et entendit l'écho de sa confession dans son cœur. Alora, murmura-t-il d'une voix rauque. Un soulagement si intense qu'il en était vertigineux la submergea. Elle s'effondra, épuisée, posant son front sur sa poitrine. Elle sentit son cœur battre à nouveau, fort et régulier. Il porta une main à ses cheveux, ses doigts s'en mêlant dans les siens. « Tu es revenu pour moi, murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Tu as été folle de me renvoyer. Elle répondit, la voix étouffée par sa tunique. Un faible rire lui échappa. Oui. Je l'étais. Il regarda au-delà d'elle, son regard argenté se posant sur la foule stupéfaite au pied de son lit. Ses yeux se durcirent lorsqu'ils croisèrent ceux de Valerius. La puissance colossale et terrifiante du roi Alpha, désormais restaurée et ancrée, emplissait la pièce. Valerius, dit Lyra d'une voix douce, mais lourde comme une montagne. Tu t'es proclamé régent. C'est de la trahison. L'ancien conseiller tomba à genoux, le visage blême. Le pari avait échoué. Le roi était vivant, et la sorcière qu'il avait tenté de brûler avait été son salut. Les semaines passèrent. La forteresse et la meute commencèrent lentement à se reconstruire. Le récit de ce qui s'était passé dans les appartements du roi se répandit comme une traînée de poudre. Ils ne comprenaient pas la nature du pouvoir d'Alora, mais ils comprenaient ce qu'ils avaient vu.
La paria marquée au fer rouge avait sauvé le roi là où tous les guérisseurs de la meute avaient échoué. La peur et la suspicion firent place à l'admiration et à un respect teinté de réticence. Lyra recouvra ses forces jour après jour. Son loup ne faiblissait plus. Ancré au pouvoir élémentaire d'Alora, il était plus vital, plus présent qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Leur lien faisait parler de lui dans tout le royaume, Une connexion si puissante qu'elle avait défié la mort elle-même. Alora ne logeait plus dans la suite des invités. elle s'installait dans les appartements du roi, dans une chambre attenante à la sienne. Il avait insisté. Reniflement, il ne supportait pas d'être loin d'elle. Le vide le rattrapait dès qu'elle s'absentait trop longtemps. Elle était son ancre, son fondement. Un matin, elle se tenait sur le balcon qui Surplombait l'immensité des sommets enneigés. L'air était vif et pur. Elle ne se sentait plus prisonnière. Pour la première fois, elle avait le sentiment d'appartenir à un endroit. La marque était toujours sur son bras. Lyra lui avait proposé de faire Appel aux guérisseurs les plus puissants de la meute pour tenter de l'effacer, mais elle avait refusé. Cela faisait partie de son histoire, un rappel de ses origines et de la cruauté qu'elle endurait et que nul autre dans ce royaume ne subirait plus jamais. Les portes derrière elle s'ouvrirent et Lyra sortit sur le balcon. Il vint se tenir à ses côtés, sa présence Une chaleur familière apaisant son âme. il prit sa main, leurs doigts s'entrelacèrent. Il caressa doucement les contours de la marque du bout du pouce, son toucher n'étant plus empreint de colère, Mais d'une douce révérence. C'est la marque d'une survivante, dit-il doucement. la marque de ma reine. Son cœur rata un battement. Je ne suis pas une reine, Lyra. Si, insista-t-il en se tournant vers elle. Il prit ses deux mains dans les siennes. Tu es la terre de ma montagne, La force qui me soutient. Sans toi, je ne suis qu'un écho vide. Tu es plus reine que n'importe quelle femme ayant jamais porté une couronne. il la regarda dans les yeux. Son regard argenté empli d'un amour si profond qu'il l'humilia. Je t'aime, Alora. J'ai été un imbécile, aveuglé par le devoir et la peur. J'ai failli te perdre. Je ne referai plus cette erreur. les larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Moi aussi, je t'aime, Lyra. Il sourit, Un sourire sincère et radieux qui Transforma son visage sévère. Il se pencha et l'embrassa, un baiser tendre et respectueux, promesse d'un avenir meilleur. Plus tard dans la journée, Valerius fut amené devant eux dans la salle du trône. Il était enchaîné, attendant la mort. Il ne regarda pas le roi, mais Alora, Assise sur un trône, non comme une épouse, mais comme son égale. Tu avais raison sur un point, Valerius, dit Lyra, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. un roi déchu est un danger. pour notre clan. Tu craignais pour notre peuple. Ta crainte était justifiée. Valerius leva les yeux, surpris. Mais tes méthodes étaient nées de l'aveuglement et de l'ambition, poursuivit Lyra. Tu as vu un problème et Tu as choisi la mauvaise solution. Tu as tenté d'éliminer le remède. Il désigna Alora, qui soutint le regard de Valerius avec une force tranquille. Son pouvoir ne m'a pas affaibli. Il m'a complété. En raison de tes services passés, Et parce que ma reine m'a enseigné la valeur de la clémence par rapport à la vengeance, Tu ne seras pas exécuté, déclara Lyra. Tu seras exilé. Tu finiras tes jours dans les villages du Sud. Peut-être là, apprendras-tu à voir La force dans les choses que tu ne comprends pas, Valerius baissa la tête, brisé. il était si sûr d'avoir raison, si sûr d'agir pour le bien de la meute. Il n'avait pas vu que le monde changeait, que le pouvoir pouvait prendre de nouvelles formes, comme celle d'une jeune fille marquée au fer rouge, L'âme aussi forte que la montagne. on l'emmena, non pas dans un cachot, mais vers une nouvelle vie faite de regrets silencieux. tandis que les grandes portes de la salle Du trône se refermaient, Lyra se tourna vers Alora. il lui prit la main et la Conduisit hors de l'estrade, loin des attributs du pouvoir. Ils marchèrent dans un silence Paisible à travers les couloirs de pierre de la forteresse, leurs mains entrelacées. Il la ramena à leurs appartements, sur le balcon qui surplombait leur royaume. Le soleil se couchait, teintant les sommets enneigés de nuances orangées et roses. un nouveau monde, Murmura-t-elle, contemplant la beauté du paysage. notre monde, Corrigea-t-il doucement, l'enlaçant par derrière et posant son menton sur son épaule. Elle se laissa aller contre sa chaleur rassurante, se sentant en sécurité, infiniment aimée. Elle n'était plus indigne. Elle était le pilier, la femme qui avait affronté la mort et l'injustice, et qui avait triomphé.
Elle n'avait pas été sauvée par un roi. Elle avait rencontré un loup mourant dans la nature sauvage et l'avait sauvée, et ce faisant, elle s'était sauvée elle-même. Ils s'étaient sauvés mutuellement. Son loup, fort et vibrant en lui, ronronnait de contentement, sa puissance un doux murmure contre son dos. Sa propre force, la force inébranlable de la terre, lui répondait avec la même intensité. Ils étaient les deux moitiés d'un tout, roi et reine, montagne et terre, unis non par la loi ou le devoir, mais par un amour assez fort pour recréer leur monde. Et tandis que la nuit tombait sur les sommets du nord, ils se tenaient ensemble, prêts à affronter l'avenir, non plus seuls, mais unis.